Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast Ils vivent et travaillent en Auvergne. Je suis Morgane Gramont, freelance en communication digitale dans le Cantal et hôte de ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Mathieu, encore un pour ce 3e épisode. Mathieu est développeur à Clermont-Ferrand. Nous nous sommes rencontrés en 2017 lorsque j'ai intégré les effectifs de la société Modis. Nous y avons travaillé ensemble pendant 1 an. Dans cet épisode, nous retraçons le parcours de Mathieu en tant que développeur en Auvergne. J'espère qu'il vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Mathieu, bienvenue dans ce 3e épisode du podcast. Bonjour. Salut. C'est un premier podcast pour toi ? C'est un premier podcast, oui, en tant qu'acteur. Oh là là, t'inquiète pas, va. C'est première. pas bien compliqué. Ok, donc en fait, aujourd'hui, on va reparcourir un petit peu ton parcours scolaire et puis pro aussi, que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. Parcourir mon parcours, Et pas de souci. ouais, c'est ça, on va parcourir ton parcours. On se moque pas. Jamais. Je vais te demander déjà dans un premier temps de te présenter un petit peu, nous raconter ce que tu fais dans ta vie d'actif auvergnat. Et puis après, on reviendra plus sur ton parcours scolaire. Alors, eh bien moi, je m'appelle Mathieu Poignant et je suis ce qu'on appelle maintenant un full stack développeur donc dans la web sphère auvergnate. Donc c'est-à-dire que je travaille beaucoup dans le domaine du web, je conçois des API et maintenant aussi je fais un petit peu de front, donc avec des technologies comme Angular, React, etc. Ok, donc une API, c'est Une API, donc, c'est une interface avec laquelle tu peux dialoguer pour mettre justement en relation d'autres applications, par exemple un frontal A qui doit discuter avec un autre frontal, et tu peux passer par une API pour envoyer des données, récupérer des données et piloter divers trucs assez cool. Ok, donc genre, pour vulgariser, Candy Crush, quand il envoie ton niveau et ta progression à Facebook, par exemple, pour se synchroniser avec ton compte, Par ça exemple. passe par une API. Par exemple, oui. D'accord, ça marche, j'ai bien compris. Voilà. C'est rassurant. C'est rassurant. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es du coup dev? Enfin, full stack développeur? Alors, je suis sorti de l'école en 2010. Donc, j'étais pas. Alors, au début, ça s'appelait pas comme ça, j'étais juste développeur. Donc, je faisais d'ailleurs je faisais pas de l'API, d'ailleurs, je faisais du PHP basique avec Zen Framework notamment. J'ai travaillé pour une boîte clermontoise quand même assez connue maintenant qui s'appelle Periscope Création. Actuellement, maintenant plus que Periscope. Et je travaillais notamment sur le site de VVF Village. Donc là, on avait un bon gros site en PHP qui reposait sur un framework lui-même basé sur le Zen Framework. Et donc là, c'était une bonne grosse appli monolithique à l'ancienne qui m'a occupé quelques mois avant que je passe à autre chose, que j'aille donc en SS2I où j'ai continué à faire un petit peu du PHP. Je me suis dirigé sur Symfony notamment. Et de fil en aiguille, de projet en projet, je suis arrivé chez Michelin, avec qui on a fait une belle interface, une belle application de R&D qui donc faisait, typiquement, on avait besoin d'une API parce qu'on avait à un bout des systèmes embarqués bas niveau qui envoyaient des signaux, et de l'autre côté, on avait des frontaux, donc soit des applications mobiles, soit des applications web, qui avaient besoin donc de consommer de la data ou de l'alimenter la data via cette API. Donc là, c'est là que je suis tombé à pieds joints dans l'API, où j'ai vraiment pu acquérir beaucoup de concepts, vraiment jouer avec, que je continue d'apprendre d'ailleurs, mais bon, déjà, c'est vrai que cette époque-là a été très formatrice. Et dans un second temps, un peu plus tard, je suis arrivé sur tout ce qui était technologie front. AngularJS existait depuis déjà un bon bout de temps avant que je daigne m'y intéresser, et puis finalement sans aucun regret, parce que c'est bien de faire autre chose de temps en temps. Et donc là maintenant, c'est vrai que je joue beaucoup avec TypeScript et notamment beaucoup Angular en ce moment. Ok. Voilà. Du coup, tu as, en fait, en 10 ans, tu dis, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, à basculer sur les d'autres technos. En fait, en 10 ans, tu n'as jamais eu une routine Non. fixe, quoi. Non. Ça a été toujours de l'apprentissage.
C'est ça. De toute façon, le métier de développeur, ça, j'apprendrai rien à personne. C'est un apprentissage constant. Donc, effectivement, si je compare mon métier d'aujourd'hui avec mon métier d'il y a 10 ans, je suis toujours développeur, mais je fais quand même plus beaucoup les mêmes choses parce que les façons de travailler ont évolué, les technologies ont évolué. Donc, du coup, on grandit avec parce que sinon on reste sur la touche. Mais ça, voilà, ça c'est un quotidien que tout développeur qui se respecte connaît. Et je pense que si tu poses la question à plein d'autres gens qui travaillent depuis plus de 5 ans, on va dire, ils te répondront la même chose. Mm. Ça demande une veille constante, quoi. Ça Mais parce demande que, bah, une veille constante. Donc voilà, il faut s'abonner un petit peu au site. Il n'y a pas qu'un site ou plusieurs sites de référence, mais voilà, on a, je pense, chacun un petit peu nos sources techno qui doivent d'ailleurs se recroiser. Et donc du coup, on lit un petit peu toute la littérature sur divers sujets qui nous intéressent. Et puis du coup, on en prend, on en laisse, on s'adapte. Et puis peu à peu, je pense qu'on essaie de s'harmoniser vers une façon de travailler un peu commune. Donc c'est plutôt sympa tout ça. cool. Et du coup, comment tu en es arrivé là? Enfin, j'imagine que tu es passé par un bac général et ensuite. Alors, pour parler des études, voilà, donc j'ai fait vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai fait un bac S, option sciences de l'ingénieur, mais c'était pas spécialement, enfin c'est pas forcément requis pour devenir développeur. C'est simplement que je détestais la SVT, donc du coup les sciences de l'ingénieur me parlaient beaucoup plus. Donc je suis parti, donc j'ai passé un bac. De là après j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. Donc soit je faisais une prépa, soit je partais en fac, soit je partais à l'IUT. Donc une prépa, ça demandait quand même d'être très très bon et d'être un gros bosseur, ce que je n'étais pas. Une fac, ça sous-entend qu'il faut un minimum être policé parce que tu peux vite rien faire. Ça demande quand même Ouais, aussi pas carrément. mal d'investissement. Voilà, Il faut beaucoup faut de. savoir s'investir. Ouais, il faut Il savoir faut savoir s'auto-gérer, s'investir, quoi. s'auto-gérer, faut pas sortir tout ce temps, faut pas jouer, enfin faut vraiment rester focus sur son boulot. Et ça, j'étais encore un peu trop scolaire à l'époque et ça m'allait pas. Et l'IUT était vraiment, on va dire, le parfait, je trouvais le parfait équilibre entre tout ça parce que ça demandait quand même un certain investissement. Fallait quand même s'investir un minimum dans ses cours sans que ce soit un niveau extrême. D'ailleurs, à l'époque. Euh, voilà, en toute modestie quand même, on va dire, je faisais quand même partie des élèves plutôt bons et j'ai plein de gens dans mon entourage m'ont dit tu vas faire un IUT mais c'est des études courtes, c'est pas bien, etc. Donc maintenant heureusement les mentalités ont un peu évolué, mais bon effectivement à l'époque IUT c'était souvent synonyme de tu t'arrêtais en bac+2 et tu t'allais bosser. Ce qui ne s'est pas passé avec moi. J'ai obtenu mon DUT donc informatique à l'IUT d'Aubière de Clermont-Ferrand. Et derrière, j'avais encore plusieurs options. Je pouvais partir soit en licence pro ou en licence générale informatique, c'était un bac+3, ou alors je pouvais tenter à l'école d'ingénieur. Donc pour moi, ça a été l'ISIMA. Donc c'était sur dossier. C'est vrai que les IUT étaient généralement un peu avantagés parce on avait quand même couvert pas mal de matières qui étaient requises pour rentrer à l'ISIMA. Fallait un petit peu cravacher en maths parce que forcément, qui dit école d'ingénieur dit quand même un minimum de bagages mathématiques. Et puis, bon an, mal an, j'ai fait mes 3 ans à l'ISIMA. Et donc, j'ai fait mes premiers stages à Periscope, dont je parlais tout à l'heure. Et mon premier emploi était donc Periscope, À où la, j'ai commencé en tant que développeur. à la fin de ton stage, quoi. Développeur à la fin de mon stage. Et alors, j'ai eu la chance, je sais pas si on peut parler de chance, mais j'ai fait mes 2 stages dans la même boîte. C'était pas très très bien vu, mais c'est vrai que j'avais un bon feeling avec Periscope. J'avais envie de rester sur la région. Euh, bon, après, déjà, ma vie personnelle était déjà, on va dire, très ancrée avec l'Auvergne. Je savais que j'irais pas à Paris, que j'irais pas à l'étranger, parce que j'avais quand même pas mal d'attaches ici. Et Periscope avait quand même tout un tas de panel d'objets, de projets qui me plaisaient bien. Donc j'ai commencé d'ailleurs dans une branche de Periscope qui traitait du référencement naturel à l'époque, qui était encore un peu assez balbutiement. Donc je découvrais ce qu'était un algorithme avec Google, comment bien positionner son site. J'ai travaillé sur des applis qui permettaient d'optimiser ça. Et la deuxième, par contre, en 3e année, là, je suis rentré dans la vraie équipe de dev où j'ai vraiment fait du bon gros code en équipe, où j'ai appris à travailler en versionnant mes projets correctement, en parlant avec mon équipe, en faisant des points, etc., des mini-projets, et notamment des mises en prod, si les gens m'écoutent Les plus et belles qui ont journées de ta travaillé, vie. voilà, qui étaient des bonnes mises en prod un peu
un peu solides, un peu sévères, mais du coup qui ont été très très formatrices aussi. Genre, sur le coup on a un peu souffert, mais j'en garde des bons souvenirs quand même. Ouais, c'est toujours comme ça les premières. Exactement. Du coup, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu dis, mais j'aimerais revenir tout au début quand tu parles de Mhm. la fin du lycée et enfin, déjà, je trouve que ta décision, enfin, sur l'orientation était super, vachement réfléchie pour finalement Bah, un jeune de 18 ans, quoi. faut, faut bien voir que quand j'étais au lycée, l'idée de l'informatique en elle-même est venue assez tard parce qu'au début j'étais un petit peu, alors je sais pas si c'est le cas de beaucoup de lycéens, mais moi franchement je savais que ça me plaisait, je savais que j'allais plutôt aller sur quelque chose de scientifique, mais vraiment pas de, j'avais pas d'idée arrêtée. Je me disais pas je vais devenir développeur, je vais travailler dans une équipe de dev. Pour moi c'était encore très très nébuleux, j'étais pas en informatique, j'étais pas comme ces gamins, il y en a certains qui codent, je les vois à 15 ans, ils font des sites et tout. Moi non, je faisais pas tout ça, T'avais un Skyblog? je savais, j'avais même pas un Skyblog, non, non, j'étais assez bleu. L'informatique, moi, les relations que j'avais avec, c'était surtout jouer, je bidouillais un petit peu, je rigolais. Enfin, je faisais rien de vraiment très sérieux. Et c'est vraiment une fois que je me suis dit, allez, ok, je vais à l'IUT, là, j'ai commencé à me frotter à Linux, et j'ai commencé à me frotter un petit peu à comment était organisé un système d'exploitation, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je m'y suis intéressé un peu sur le tard. Alors après, c'est devenu une passion, mais je peux pas dire que c'était le truc auquel je rêvais depuis mes 10 ans, quoi. C'est pas une Donc, c'est vocation vrai sur le moment. voilà, et j'avais un exemple dans ma famille, j'avais un cousin qui était passé par là, par l'IUT, qui s'en était bien sorti, qui j'admirais un petit peu parce que c'était un peu l'informaticien de la famille à l'époque, et c'est vrai que j'ai un peu suivi ses pas. Alors après, j'ai pas eu tout à fait le même type de carrière que lui, parce que lui après, il était parti plus, enfin, il est parti tout de suite dans le dev, il a fait des études plus courtes, mais c'est vrai que maintenant, si on regarde son parcours, je pense qu'il a pas à pâlir du tout. Et du coup, alors on a fait chacun un peu notre chemin, mais ça a été un bon point d'entrée. Enfin, l'IUT, c'est vrai que c'est un choix que je recommande maintenant chaudement à plein d'élèves, sauf si vraiment tu sais exactement ce que tu veux faire, tu sais que tu veux bosser de telle manière. Hein. Franchement, je vais absolument pas cracher ni sur la fac ni sur la prépa, mais c'est vrai que pour des gens comme moi qui ont besoin d'être un petit peu cadrés, qui savent pas exactement où ils vont, l'IUT c'était vraiment une super option. Hein. Et tu Ça disais pour que tu ça. étais plutôt dans la tête de classe. Tes profs, ils ont pas essayé de te pousser à partir plus vers la prépa? Pas spécialement parce que j'étais bon élève mais sans être non plus la grosse tête de classe et on va dire j'étais moyen plus, j'avais des élèves qui étaient bien meilleurs que moi en maths. Et en maths, moi, rapidement, j'étais bon en maths jusqu'à ma fin de seconde où je faisais pas vraiment des maths. Et quand on a commencé les maths sérieusement en première, là, je me suis un peu écoulé. Après, je me suis relevé, j'ai terminé, j'avais une moyenne correcte en maths, mais je savais déjà que je partirais pas en prépa, en maths sup, des choses comme ça. C'était pas pour moi ça. Ouais. Et les profs, d'ailleurs, j'avais un prof qui me poussait, mais qui aurait pas fait de moi une médaille Fields. Hein, et ça, c'était pas du tout mes aspirations à ce D'accord. niveau-là. Et après, du coup, quand tu es allé en école d'ingé, tu t'es retrouvé finalement avec des gens qui étaient passés par les deux autres parcours, prépa et fac. Exactement, exactement. Alors ouais, en début d'école d'ingénieur, alors déjà à la fin de l'UT, quand on est tous ceux qui faisaient un cursus orienté école d'ingénieur, et la plupart c'était ISIMA comme moi, on a eu des cours, on va dire, de soutien renforcé avec des profs de maths qui venaient nous faire des vraies maths, et on a pas mal souffert. Les 2 derniers mois d'IUT, on avait des cours supplémentaires où c'était vraiment destiné pour ceux qui allaient derrière en école d'ingénieur, où ils nous disaient, bon, bah là, les gars, vous allez faire vraiment des maths pour de vrai, c'est fini, de rigoler. Et donc déjà, ça nous a donné un avant-goût, et c'est vrai que, bon, on va pas se mentir, là où j'ai le plus souffert à l'ISIMA, c'était vraiment les maths, et j'avais tendance d'ailleurs à combler le déficit que j'aurais en maths, ou certaines matières, je savais que je serais pas au niveau, avec d'autres matières, et donc finalement, bon, je m'en suis sorti comme ça, comme pas mal de monde. Et on a retrouvé donc des prépas qui, eux, du coup, vivaient un petit peu le phénomène inverse. C'était des gens qui avaient fait des maths qui étaient extrêmement bons en maths et qui arrivaient, certains étaient arrivés parce qu'ils aimaient l'informatique et d'autres qui étaient arrivés un petit peu par hasard parce que l'ISIMA, c'était pas forcément l'école qu'ils avaient choisie de base et qui ont pas mal souffert en informatique parce que d'une, ça leur plaisait pas et de deux, ils n'étaient pas forcément bons là-dedans. C'était pas vraiment ce qu'ils cherchaient à faire de base. Et l'ISIMA propose une des 5 filières de l'ISIMA, maintenant je crois que c'est 6, mais à l'époque c'était 5. Une des filières était pure maths. Donc c'est vrai que la plupart des prépas pure maths partaient dans cette filière parce qu'après derrière c'était vraiment de la modélisation, c'était très conceptuel. Mhm.
rapprochaient, ils écrivaient moins de lignes de code et ils faisaient beaucoup plus de formalisation, de mise, enfin, ils faisaient vraiment des modèles mathématiques qui servaient à l'informatique, mais qui se rapprochaient déjà beaucoup plus de leur domaine de prédilection, qui était donc les maths. Et du coup, les débouchés sont différents. Les débouchés sont différents, ouais. Donc on a tous un diplôme ISIMA, parce que c'est institut, là, c'est l'INSIMA, c'est Institut supérieur d'informatique, de modélisation et de ses applications. Donc effectivement, dans tout ça, donc tu as la modélisation et les applications notamment, qui du coup se rapproche un peu de cette notion de maths pure. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'époque, tu avais une filière qui faisait de l'embarqué, où tu étais vraiment, tu faisais de l'électronique, tu faisais de l'automatisation, t'étais beaucoup plus sur les machines et tu étais moins dans le code, on va dire, de haut niveau. Après, tu avais ma filière à moi, la F2, qui était donc plutôt du génie logiciel, où là, par contre, on faisait tout ce qui était langage objet, on faisait tout ce qui était simulation. Après, tu avais des filières comme la F3, qui était plus, elle, orientée sur... Maintenant, ça serait plus du big data, c'est tout ce qui était recherche de données, fouille de données, et un peu, j'ai perdu le nom, c'était un peu de la gestion de données. Donc, il y avait la filière F4, qui était donc la filière de maths, maths pure, et il y avait la filière F5 qui était orientée réseau et télécom plutôt. Okay. Alors maintenant, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne me suis pas tenu au courant. Je sais que forcément, le monde de l'informatique a évolué, donc l'école a évolué aussi. Et je sais que les filières, certaines ont un petit peu bougé, notamment la filière F1 qui était vachement beaucoup embarquée, qui maintenant se dirige beaucoup vers du mobile notamment. Parce que ça se rapproche plus au métier actuel et ce qui se faisait à l'époque, maintenant, c'est moins recherché ou correspond moins un petit peu au monde du travail actuel. Ok, ok. Et tout à l'heure, tu disais que c'était mal vu de faire ton stage, enfin tous tes stages dans la même entreprise. Alors, ouais, alors c'était pas faux. Alors je reviens pour remettre F3, c'est informatique, c'est information et aide à la décision. J'étais en train de chercher D'accord. je sais qu'il y avait un, voilà. Et donc oui, je disais ça parce que en fait, l'idée de faire deux stages et l'école avait raison de nous pousser plutôt à ça, c'était de faire plutôt un stage, enfin de voir deux entreprises différentes. C'est vrai que si tu fais deux stages dans la même entreprise, c'est bien si cette entreprise te plaît vraiment. Par contre, c'est un peu une prise de risque parce que tu auras vu que cette entreprise et si cette entreprise finalement te prend pas, c'est un peu dommage parce que t'as fait deux stages et t'as vu qu'une seule entreprise. Et notamment le stage de troisième année, souvent pour des gens qui désiraient travailler à l'étranger ou qui visaient des gros groupes. Je sais que moi j'ai un copain de promo qui est au CERN maintenant. C'était un peu l'occasion de partir à l'étranger, de faire tes armes, d'être confronté avec des grosses boîtes ou des grosses structures. Et c'est vrai que du coup, les IMAT poussaient un petit peu là-dedans. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais un petit peu envie de travailler, j'étais un petit peu prudent, j'avais pas envie de me retrouver 6 mois à l'étranger sans ma copine à l'époque. Donc bon, c'est un peu Mais casanier. t'avais pas une expérience obligatoire à l'étranger? Excuse-moi, je t'ai C'était pas coupé, mais... obligatoire, non. Maintenant, D'accord. mais tu vois, voilà, avec le recul, je me dis, bon, ça aurait peut-être été bien, parce que c'est vrai que là, comme du coup, on n'avait pas cette obligation, pas mal de gens comme moi, on allait un petit peu à la facilité, soit on allait près de chez les parents, soit on restait près de sa copine ou de Clermont-Ferrand. Mhm. Et alors c'était pas tout le monde évidemment, il y en a qui sont partis, qui ont fait des super stages à l'étranger, mais c'est vrai que voilà, du coup on était, comme il n'y avait pas cette obligation de stage à l'étranger, beaucoup de gens le faisaient pas du coup, et moi le premier. Et donc du coup je me suis retrouvé alors du moins où j'ai un peu grugé, c'est comme du coup Periscope a plusieurs domaines d'activité. La première année, ce que je disais, je l'ai fait vraiment la partie référencement, et la deuxième, je l'ai fait vraiment dans l'équipe de dev pure et dure. Oui, parce que tu Donc, peux le faire dans une même entreprise sans occuper le même poste. Et c'est ça. donc, du coup, ça fait vraiment C'est deux ça. stages Et distincts, quoi. d'ailleurs, c'était même, au final, j'ai travaillé, voilà, j'ai travaillé dans deux pôles différents d'entreprise. Donc c'est vrai que par contre, mes deux stages se ressemblaient pas du tout parce que autant en deuxième année, j'ai été tout seul sur mon projet, j'avais mon maître de stage qui travaillait en face de moi, mais qui travaillait absolument pas avec moi. Donc qui m'encadrait, hein, qui a été vraiment Mhm. super tout le long. Coucou Khaled si tu m'entends. Non, qui a été vraiment très bien, mais qui du coup voilà avait ses propres projets. Moi j'étais en autonomie et je travaillais avec un des associés de l'agence qui avait une idée d'application. Donc j'ai passé 6 mois à travailler avec lui. Par contre, effectivement, en troisième année, j'ai changé de pôle. Donc là, j'étais secondé vraiment par une équipe. Enfin, j'étais encadré, pardon, par une équipe. C'est moi qui secondais l'équipe plutôt. J'étais encadré par une équipe. Et là, on était sur le gros projet qui faisait vivre à l'époque une grande partie de l'agence, qui était donc VVF.
Et on était sur l'équipe permanente de dev sur ce site, donc on bossait tous les jours quasiment sur ce site et sur ce projet qui était assez titanesque pour l'époque. Mais après, je trouve ça un petit peu dommage en quelque sorte, dans la mesure où c'est choisi Mhm. par le stagiaire, je trouve ça un petit peu dommage que ce soit décrié dans le sens où c'est quand même une marque de confiance de la part de l'entreprise de te reprendre. Oui, c'est pas faux. Mais d'ailleurs, l'école me l'a dit au début en me disant, bah écoute, c'est dommage, pourquoi tu vas pas ailleurs? Et puis après, en fait, bah, finalement, ce qui les a un petit peu décidé, c'est que moi, je suis retourné voir Periscope, je leur ai expliqué. Et déjà à l'époque, bah, mon premier stage étant bien passé, il m'avait pas caché que bah, si mon deuxième stage était concluant, bah, il y aurait une embauche derrière. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'était assez gênant d'ailleurs parce qu'il y a eu un moment, l'école a demandé à ma boîte de faire une promesse d'embauche alors que mon deuxième stage n'avait pas commencé. Donc à l'époque, on avait un responsable des ressources humaines là-bas qui était extrêmement sympa, qui s'appelle Franck Reynaud, qui travaille maintenant, qui travaille maintenant, bah, il est chez Iris, si je dis pas de bêtises, Iris Interactive, et qui d'ailleurs est dans le projet MyBus, qui est connu un petit peu là sur toute l'Auvergne. Et donc du coup, bah, c'était lui qui m'avait fait donc le papier, et qui m'avait dit bon, pas de souci. Évidemment, le papier signifiait bien que bah, sous réserve de mon deuxième stage, évidemment, il y aurait Ouais. une embauche. Mon deuxième stage s'étant bien passé, il n'y a pas eu de souci, mais voilà, il y a eu, ça a été un petit peu la condition qui a poussé les IMA à accepter ce deuxième stage parce qu'ils auraient pu tout à fait me dire, bah non, finalement, tu trouves autre chose et puis c'est tout, quoi. Mais ça a dû valoriser ton CV et après coup, Par quand contre, ouais, tu ouais, t'es ça proposé ailleurs. m'a, non, non, ça m'a valorisé. Bah, c'est sûr qu'après, derrière, quand je suis arrivé, si tu veux, quand je suis arrivé à Periscope, en tant que vraiment employé, j'avais déjà presque un an de boîte en tant que stagiaire. Donc, du coup, effectivement, je connaissais bien les lieux, je connaissais bien les projets, je m'entendais bien avec l'équipe, donc il n'y a pas eu de soucis particuliers. Et bah, ça a été un tremplin, parce que du coup, j'ai pu me frotter vraiment au monde du travail, voir comment ça fonctionnait, avoir des horaires, suivre des projets. On n'était plus à l'école. Là, derrière, comme un dev, hein, j'avais un rendement, j'avais des objectifs. Et bah, du coup, voilà, ça m'a permis de rentrer un petit peu en douceur dans le monde du travail parce que je débarquais pas un beau matin, nouvelle boîte, nouveau Ouais. collègue, voilà, tout était nouveau. Là, j'arrivais mon premier jour de travail, il a été assez serein parce que finalement, hier c'était la fin de mon stage, et aujourd'hui c'était Ouais, t'avais déjà ton mug dans la salle de café, quoi. exactement. Je suis arrivé, mon PC, mon PC était configuré, je connaissais les collègues, il n'y avait pas de souci. Donc c'est vrai qu'il y avait ce confort-là qui était quand même assez plaisant et tous les jeunes qui ont été embauchés par leur boîte suite à leur stage connaîtront ce que je suis en train de décrire. Et le switch vis-à-vis des collègues n'est pas trop compliqué? De passer du statut de stagiaire au Eh statut de ben, collègue? alors moi j'ai eu la chance que non parce que finalement je travaillais vraiment alors si alors, il y avait mon encadrant qui lui du coup effectivement j'ai toujours un peu éternellement son stagiaire mais bon ça c'est un peu normal mais après vis-à-vis des collègues pas vraiment parce que déjà en tant que stagiaire j'étais vraiment intégré à l'équipe de dev donc évidemment j'avais ce statut de stagiaire mais j'étais pas considéré on va dire comme tel et un de mes meilleurs copains maintenant était d'ailleurs à l'époque bah, développeur. Donc lui, il m'encadrait pas du tout, mais il m'avait un petit peu pris sous son aile. J'ai un peu appris avec lui. Et il avait un an de plus que moi. Il était passé par la même école que moi. Il n'avait pas fait de stage à Periscope. Il avait été embauché direct. Enfin, il était venu se faire embaucher à Periscope. Mais du coup, non, non, là, c'est vrai que la transition, bah, s'est faite un petit peu toute seule parce qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu vraiment à gagner ma place de membre dans l'équipe de dev. J'étais membre de l'équipe de dev, stagiaire ou pas en fait. Mhm. La seule chose qui a changé, c'était mon salaire finalement. C'était voilà. Ouais, c'est bien parce que souvent, enfin, quand tu entends des témoignages d'étudiants qui sortent Oui, d'école d'ingé ou même de toute autre école, hein, qui finissent leurs études, ils ont l'impression qu'ils sautent dans un bain, enfin, limite dans la ouais, jungle, et ils savent pas où donner la tête. Toi, finalement, bon, c'était quand même plus serein, quoi. voilà, c'était vraiment plus serein. C'est vrai que je suis arrivé et non, ça s'est vraiment bien passé. Et donc c'est vrai qu'après, bah, le jour où j'ai changé de travail, où j'ai décidé de quitter Periscope pour aller ailleurs, bah, j'avais déjà un pied dans le monde du travail et donc du coup, bah, ça s'est passé. Et après, souvent ce que je faisais, c'est ça, c'est que quand j'ai changé de travail, j'avais des connaissances, des anciens camarades de promo, des anciens collègues même qui avaient eux-mêmes avaient bougé. Et puis du coup, quand j'arrivais dans la boîte, je connaissais déjà quelques personnes. Ça Donc c'est tombe vrai bien que parce que ça rejoint j'ai ma question suivante. voilà, et ben parfait. Je te laisse Parce que enseigner du sur la coup, question suivante.
Du coup, tu dis que, enfin, tu as fait donc toute ta scolarité finalement en Auvergne. Oui, Tu es resté là pour tes stages, etc. Donc, oui. le réseau, ça va quand même assez vite finalement, parce que c'est Le quand même réseau, petit oui. le web en Auvergne. Alors, ça, c'est voilà, c'est un truc que j'ai appris très très vite, mais vraiment extrêmement vite, où on m'a toujours dit ne pars jamais fâché avec ta boîte, parce que Clermont-Ferrand et même l'Auvergne, c'est petit. Alors après, avec l'expérience, je me suis aperçu que c'était un peu vrai pour chaque ville, même Paris finalement. Tu vois, pourtant on dit Paris, Mhm. non, non. Il faut Ouais, les éviter de se nouvelles fâcher. vont vite. Voilà, d'une manière générale, il faut éviter de se fâcher avec son employeur tant que c'est possible, parce que de toute façon, on est tous des adultes, donc un jour tu quittes ta boîte parce que pour X ou X raison. Mais si tu as possibilité de pas te fâcher, de partir sereinement, bah écoute, je trouve que c'est mieux pour tout le monde parce que voilà, bah il y a pas de mésentente et puis c'est très bien pour tout le monde. Et donc effectivement, eh ben tu te rends compte très souvent que bah ton patron, il a mangé avec le patron d'une autre boîte et en fait, ils se connaissent, ils sont copains, ou au moins ils ont une relation professionnelle assez forte. Donc tu sais très bien que si tu as un peu une tête de l'art et que tu t'amuses Mhm. à cracher sur l'un ou sur l'autre, bah, ça se saura. Et puis comme n'importe quel cercle de personnes, bah, si tu es, une andouille, les gens le sauront et te considéreront comme tel en fait, parce que bah, tu l'auras un peu cherché quelque part. Mhm. Donc c'est vrai que bah après, c'est vrai qu'on a après, évidemment, on a des amitiés ou des inimitiés dans le monde professionnel, mais je veux dire, tout le monde est suffisamment intelligent, je pense, pour mettre de côté bah, les différents, ou même d'ailleurs dans l'autre sens, les trop grandes amitiés pour rester pro et puis pouvoir évoluer sereinement dans le boulot. Et du coup, ton réseau, il t'a servi aussi par la suite pour trouver Mon de nouveaux réseau, oui. postes? Quand j'ai quitté Periscope, j'avais un très bon camarade que tu connais, Lionel, qui travaillait, qui lui, du coup, avait fait son. Alors lui, il avait fait son premier stage avec moi à Periscope et son deuxième stage, il a choisi de le faire dans la boîte où il travaillait à ce moment-là, donc à Modis. Et alors à l'époque, c'était Agilon d'ailleurs. C'était encore Agilon. Et bien à un moment donné, bon, à Periscope, je chantais que je stagnais et il m'a dit, bah écoute, voilà, on recrute. Donc si tu veux, bah tu me fais passer ton CV et puis bah je te présente au responsable d'agence Modis. Enfin, Agilon, pardon. Et puis ça doit te jouer. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Eric, qui était donc le directeur d'agence d'Agilon à l'époque, qui donc a vu mon CV. Donc on a fait après entretien classique. Mais voilà, déjà on arrivait un petit peu. Moi, je connaissais un peu la boîte à travers Lionel qui m'avait un petit peu expliqué comment ça Mm. fonctionnait. Donc bon, Et puis le là fait encore. que lui te recommande, ça devait aider aussi. Et quand on se fait recommander, évidemment, déjà on arrive avec déjà un petit bonus. Parce que voilà, la personne dit du bien de toi. Donc déjà, bon, bah, t'arrives, t'es pas, il y a déjà quand même un aspect méfiance qui est un petit peu moindre. Qu'après, évidemment, c'est à toi d'être bon en entretien, mais déjà quand même, ça aide un petit peu. Le réseau aide toujours un petit peu, ça c'est Mm. certain. Et une fois recruté, le gap de dimension, je dirais, entre Periscope et bon, Agilon, moi j'ai connu plus Modis, donc je sais pas trop quelle était la Euh, dimension d'Agilon à l'époque, mais les clients, enfin, Periscope, tu étais en agence, Agilon, tu étais appelé enfin amené en tout cas à aller vers de gros clients comme Michelin. alors, ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est quand je suis parti de Periscope, moi je quittais Periscope parce que j'avais plusieurs problèmes. Moi, j'avais un problème d'évolution parce qu'il y avait les postes clés à l'époque de Periscope étaient pris. Euh, et malgré ça, il y avait aussi un certain taux de turnover qui était assez important à l'époque. Quand je suis parti, j'étais qu'un parmi pas mal de monde. Et puis j'avais eu cette discussion avec Lionel qui m'avait dit, écoute, voilà, on bosse sur tel et tel projet, c'est intéressant. Et effectivement, quand je suis parti de Periscope, une personne qui, elle, venait du monde de la SS2I m'a mis en garde en disant, oh là là, tu vas voir où tu mets les pieds, c'est pas du tout le même monde, c'est pas pareil du tout, tu verras, il n'y a plus du tout l'ambiance agence. Donc effectivement, quand je suis arrivé à Gilon, j'ai découvert ce qu'était donc une SS2I. Et on va dire j'ai eu de la chance parce que bon, moi c'est vrai que là pour le coup je connaissais Gilon juste parce que en fait Lionel y était, il m'en avait dit du bien, mais je connaissais pas du tout le monde de la SS2I sinon. Et après coup je me suis rendu compte que je suis arrivé dans la plus on va dire soft des SS2I clermontoises où il y avait quand même malgré le statut de SS2I quand même une certaine ambiance d'agence qui m'a quand même pas tout à fait m'a pas dépaysé complètement. Dans le sens où je suis arrivé, il y avait quand même une certaine cohésion d'équipe, il y avait un centre de service qui était assez peuplé finalement, donc il me rappelait un petit peu ce qu'on aurait eu à Periscope.
Et je suis resté quand même presque 2 ans pour commencer vraiment à l'agence, à travailler sur des projets à l'agence. Ah Peu oui, à donc peu, tu as eu bien le temps de te familiariser avec l'entreprise avant d'aller chez le client. exactement, j'ai eu cette chance-là où j'ai pu bosser sur des gros projets. Alors, toujours en PHP, c'est là que j'ai commencé à découvrir Symfony. Je suis arrivé, en gros, c'est pas compliqué, je suis arrivé à Agilon. La première semaine, j'ai eu une formation intensive sur Symfony. Donc moi, j'avais déjà un bagage sur tout ce qui était framework PHP, mais je connaissais pas Symfony. Symfony était sorti en août 2010, et moi, je suis arrivé à Agilon, non, en août 2011, pardon, et je suis arrivé à Agilon en novembre 2011. Donc c'était tout frais, tout beau. Et donc du coup, moi je suis monté, après j'ai envoyé directement sur un projet avec Symfony et qui s'était très bien passé. Donc du coup après derrière, je suis peu à peu, des ressources PHP, il y en avait quelques-unes à Agilon, mais c'était pas clairement la technologie, la techno qui était la plus utilisée. Il y avait beaucoup de Java et beaucoup de C Sharp, .NET. Et du coup, on a fait un petit peu. Il y a Lionel qui était déjà développeur PHP. Il y avait deux ou trois autres personnes qui faisaient du PHP. On a fait un peu notre trou. On a un petit peu montré que c'était une techno quand même qui valait le coup et qui pouvait permettre de faire des beaux projets. Et donc effectivement, j'ai fait quand même plusieurs projets intéressants. Et donc après, j'ai embrayé sur une mission Michelin. Donc c'est vrai que Michelin, jusque-là, moi j'en avais une vision, on va dire, très 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 lointaine. Je savais que bosser à Michelin, c'était la grosse boîte de Clermont qui fait vivre des gens de Clermont. Donc bon, et j'avais jamais mis les pieds, j'avais pas vraiment postulé parce que d'un côté ça me faisait peur parce que là on change de dimension, hein. C'est Michelin, c'est quand même un énorme groupe. Et j'avais jamais eu trop l'occasion d'y aller. Et donc là, il s'est trouvé, il y avait un projet de R&D qui se montait, et puis il cherchait donc des développeurs, pas forcément PHP, des développeurs tout court, parce qu'en gros, il fallait faire une interface web qui était capable de restituer des données. Sur le papier, c'était assez light. D'ailleurs, quand je suis arrivé là-bas, le projet R&D lui-même démarrait tout juste, ils n'avaient même pas les brevets, enfin c'était assez compliqué. Du coup, moi, je suis arrivé avec avec mon expérience Symfony, mon expérience un peu du web, et puis on a commencé tout doucement à faire une appli web à l'ancienne qui a fonctionné assez vite. Et puis très rapidement, du coup, évidemment, comme c'était des systèmes embarqués, très rapidement, on s'est orienté sur de l'API. Donc là, j'ai commencé à faire de la vraie API sérieusement. Et donc là, c'est là que j'ai commencé un petit peu à étoffer ajouter des cordes à mon arc pour faire donc tout ce qu'il faut pour faire une bonne API avec l'authentification, des réponses adaptées aux requêtes, etc. Et donc du coup, là, j'ai passé presque 2 ans, si je dis pas de bêtises, oui, 2 ans à Michelin. Donc là, je suis vraiment parti on était dans un atelier, moi j'étais sur un coin de table, sur un PC, à bidouiller vraiment des choses. C'est-à-dire que les gars venaient en me disant, tiens, là, on voudrait que l'API, elle fasse ça, et que derrière, l'application, elle te recrache tel graphique. Et on est arrivé, donc le projet a grandi, on est arrivé au moment où c'est passé en mode prod, hein, parce que Michelin, à un moment donné, est arrivé à quelque chose, on va dire, d'abouti et bankable surtout. Et à ce moment-là, j'ai changé encore de dimension, parce que d'un projet R&D où on était un petit peu clairement on va dire des savants fous, on faisait un petit peu ce qu'on voulait. Là, on est passé à un vrai projet avec une grosse équipe et donc des process très lourds qui sont assez propres à Michelin et même, je pense, propres à toute grosse entreprise. À l'industrie. Voilà, à l'industrie, c'est ça. Et là, ça m'a beaucoup moins plu parce que effectivement, c'est vraiment un domaine dans lequel j'avais pas envie de travailler. Parce que je trouvais ça très très lourd. Je trouvais que pour faire des choses assez simples, on avait besoin de déployer une énergie considérable. Mais après c'était le jeu, hein. C'était à moi de m'adapter. C'était pas à Michelin de s'adapter à moi, hein. Et concrètement, enfin assez concrètement, assez rapidement, je suis sorti de tout ça et je suis revenu. Donc je suis revenu à l'agence. Je suis revenu à l'agence Modis où j'ai fait encore quelques années et avant de dire au revoir à la SS2I parce que j'en avais fait un petit peu le tour et que voilà, simplement ça, après c'est une opinion tout à fait propre, hein. J'ai encore très bon contact avec les personnes en SS2I, mais voilà, je me suis rendu compte que le monde de la SS2I me repoussait un petit peu. On avait fait le tour. Ouais. J'avais fait le tour et j'y trouvais plus forcément ma place. Et donc là, c'est là que j'ai commencé à rechercher de nouveau dans des toutes petites structures.
Donc j'ai fait pas mal d'entretiens, j'ai pas mal tergiversé parce que bon bah qui dit petite structure, bah du coup il y a moins de moyens, il y a moins d'encadrement, il y a quand même pas mal de risques à côté. Mm. Mais donc du coup bah, j'ai fini par trouver donc mon entreprise actuelle dans laquelle ben, je m'épanouis actuellement et j'espère rester le plus longtemps possible à l'heure actuelle. Et du coup, enfin, t'es passé, finalement, c'est important, tu as fait un peu tous les types de structures et c'est Ouais, important parce que ça te permet de savoir ce que tu veux, mais surtout ce que tu veux pas. Et, voilà. mais tu disais un petit peu avant que tu es resté en Auvergne par choix personnel, notamment vis-à-vis de ta vie perso. Ma vie personnelle, oui. Euh, est-ce que tu en as senti quelque part dans une de tes expériences que ça représentait un problème ou au contraire un avantage? Alors, ça n'a jamais été un vrai problème. Disons que je sais que bah, si j'ouvre demain des offres d'emploi, je sais qu'automatiquement, même presque inconsciemment, je vais en éliminer tout un tas parce que elles vont me demander de me déplacer soit à Paris ou d'aller à l'étranger ou d'être très mobile, de passer plusieurs jours de la semaine pas chez moi. Et donc, je sais qu'inconsciemment, ces offres-là, même si elles sont super à côté, elles me correspondront pas parce que du coup, elles vont exiger de moi que je reste pas chez moi. Mm. Donc ça, bon, ben voilà, hein, ça c'est un choix tout à Oui. fait personnel. Mais alors ça m'a jamais coûté parce que j'ai toujours réussi à trouver des jobs qui me correspondent et qui m'offrent en fait une stabilité, qui exige pas de moi que je parte pendant des mois ailleurs. Et tes Mais employeurs ne t'ont jamais enfin, non, euh, reproché ce manque de non, parce que mobilité? j'ai toujours été assez clair en fait, et c'est vrai que pour ça, à Gilon Modis, je l'ai dit assez vite. Voilà, c'était vraiment s'il y avait une mission, on va dire, qui se passait pendant les quelques semaines ailleurs, qui exigeait que j'aille quelques semaines ailleurs, pourquoi pas. Par contre, c'était clairement pas un objectif de partir 6 mois de l'année dans une ville et puis 6 mois dans une autre, etc. Ça, c'était pas possible. Moi, à terme, il fallait que j'ai besoin d'une certaine stabilité. Et après, de toute façon, de ce que je voyais, il y avait assez peu de gens à Modis. Ceux qui le faisaient, c'était des gens qui l'avaient soit demandé, soit que ça gênait pas. Par exemple, notamment à travers Michelin, je sais qu'il y a plusieurs collègues qui se sont retrouvés à aller en Chine, au Brésil, dans plein de pays parce que Michelin avait besoin d'envoyer du monde là-bas et qui du coup étaient prêts à tenter l'aventure. Et franchement, c'était super pour eux. Enfin, tout le monde était gagnant. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose, bah, je l'ai pas regretté parce que je le souhaitais pas. Mais Non, mais ce qui est par contre, important, je trouve aussi, c'est que des portes se sont ouvertes, que ce soit chez Michelin ou ailleurs, oui, sans que tu aies un cursus parisien. Tu vois, vu non. d'ici, on pourrait se dire, oui, mais si tu as fait tes études en Auvergne, c'est pas vendable. Et en fait, si, enfin, c'est très vendeur plutôt, pardon. Là, Puis, ça finalement, ça dépend à t'a qui on pas. parle. Ça dépend à qui on parle parce que voilà, il y a des gens à qui ça va poser aucun problème. Et puis il y a des gens, malheureusement, c'est vrai que si t'es pas passé par Paris ou si t'es pas passé par une très grosse ville, ils vont considérer que ton expérience elle est moins bien que celui qui pourra dire ah oui mais moi je suis allé travailler à la défense, j'ai travaillé à ceci, à cela. Après je pense que c'est des a priori. Et puis bon après il faut vouloir bosser avec ces gens-là parce que c'est vrai que si je travaille avec une personne qui considère que je suis bon parce que je suis passé à Paris par Oui, exemple, le est-ce que j'ai feeling envie de sera travailler avec peut-être cette pas le bon. personne-là? Voilà. J'en ai vu dans plein de boîtes, hein. J'ai vu des boîtes où clairement la première chose qu'on te demande c'est dans quelle école t'es allé et selon ce que tu réponds ils vont te considérer plus ou moins bien. Bah ça existe, tant pis, hein, c'est comme ça. Après Mm. bah, si ces gens-là ils exigent que tu sois passé par INSA ou que tu sois passé par par Polytechnique ou ce que tu veux, bah tant mieux pour eux, hein, mais voilà, c'est maintenant, enfin Mm. je pense que quand tu sors de l'école, oui, ton école peut être importante, mais enfin 10 ans après, maintenant, mon diplôme, bah, ce que j'ai fait à l'époque ne vaudrait plus rien, parce que bah, c'était des technos d'il y a 10 ans, c'était des façons de travailler d'il y a 10 ans. Moi, après, j'ai continué à me former, donc j'ai plus Ouais, ce que finalement, ce qui te donne de la valeur aujourd'hui, c'est ce que tu as fait en 10 mon ans plutôt expérience. que ton diplôme. Exactement. Et d'ailleurs, n'importe quel recruteur le dira, c'est quand tu vois arriver un CV, un gars qui a 35 ans, son école, il s'en fout un peu quelque part. Ils vont regarder, bon, bah, t'as travaillé sur quel techno, qu'est-ce que t'as fait comme projet, est-ce que t'as des projets perso, bah, l'école et ton bac, même, c'est anecdotique. En fait, le seul intérêt que ça va avoir, c'est peut-être un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est que maintenant, ça va un peu jouer sur ta grille salariale. C'est-à-dire que tu as un Mm. bac plus 5, tu es passé par telle école, alors ok, on va te placer dans tel endroit dans la grille. Alors que tu peux avoir une expérience de fou, une expérience pas terrible, à contrario.
Mais je sais que ça va quand même te positionner un peu automatiquement à un certain niveau. On sait que lui, il est bac plus 5, donc on le met à tel endroit. Lui, il est bac plus 3, alors on le met à tel endroit. Alors finalement, les deux personnes, elles ont 10 ans d'expérience et elles sont peut-être aussi bonnes l'une que l'autre. C'est pas. Mais je pense qu'on a des entreprises en Auvergne qui misent plus sur le fait que tu sois quelqu'un d'ici que tu aies fait une grande école Non. parisienne. Maintenant, probablement. Alors, je pourrais pas me prononcer des boîtes que je connais absolument pas, donc je pourrais pas dire oui, ils embauchent telle personne ou telle personne. Mais c'est vrai que des expériences, des retours de certaines boîtes dont j'ai entendu parler, je sais qu'effectivement, maintenant, ça aurait tendance un petit peu, effectivement, à se démocratiser. C'est vrai que les gens qui sont un petit peu attachés à leur région, mais qui dit attaché à sa région, ça veut pas forcément dire quelqu'un qui est casanier qui va s'intéresser à rien d'autre. C'est vrai que maintenant, on est quand même à une époque où c'est très facile d'avoir accès à quand même tout un tas d'informations, Mm. et même accès à tout un réseau à distance. Et d'autres, à notre époque, encore plus aujourd'hui, on bosse beaucoup à distance et effectivement, il n'y a plus vraiment de différence. On peut se retrouver à bosser. Moi, là, actuellement, dans ma boîte, je bosse beaucoup avec des gens qui sont basés à Paris, euh, ou même, je suis presque schizophrène certaines semaines parce que je travaille exclusivement pour des gens de Paris qui me donnent du boulot et qui nous font avancer sur leurs projets. Donc, et pourtant, je suis pas du tout, j'ai même pas les pieds à Paris. Je n'ai pas vu ces gens en vrai en fait jusque-là. Mm. Mais c'est pas très grave parce que finalement, on bosse ensemble, on s'appelle quand il faut, on s'écrit, enfin, il n'y a pas de problème. Donc, non, mais c'est vrai que maintenant, je trouve que c'est plus vraiment un frein. Je pense que ça va en être un, c'est que si tu as besoin de rencontrer physiquement les personnes, euh, là, ouais, effectivement, ça peut être un peu plus Mm. gênant, mais C'est un peu plus bon, compliqué, ouais. maintenant, bon, c'est vrai que avec, notamment dans cette période de multiples confinements et déplacements limités, c'est vrai que on a été un peu tous contraints et forcés à s'adapter. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de meet-up et de meetings qui se font sur Zoom Mm. ou sur tout un tas de plateformes et qui permettent du coup de travailler malgré la distance. Et je trouve Et ça très très bien parce que du coup, ça a aussi fait apprécier l'Auvergne à beaucoup de Parisiens, hein. voilà. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont aperçues que Paris c'était très très bien, mais quand tu devais rester un petit peu enfermé chez toi, c'était un petit peu moins bien, quoi. Bah, c'est un petit peu Voilà, il y a enfin, là, le terme de confiné, je trouve, il prend tout son sens, quoi. là, oui, 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 pour connaître quelques Parisiens, effectivement, le fait de ne plus pouvoir sortir et de ne plus pouvoir profiter de ce qui fait l'attraction de Paris, Mm. finalement, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages à vivre à Paris. Mais effectivement, en temps de confinement, tous ces avantages ont eu tendance un peu à disparaître. Et malheureusement, effectivement, certains se sont retrouvés un petit peu démunis et pas forcément bien lotis par rapport à des gens qui vivraient à Clermont-Ferrand et qui auraient un jardin ou ne serait-ce que la campagne à côté d'eux, quoi. Mm. Mais enfin, ton profil, je trouve que c'est super intéressant parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé mes études, que je voulais être ingénieur, enfin ingénieur, non, je savais pas, enfin, je savais pas ce que c'était qu'ingénieur, et puis au final, ingénieur, c'est tout et rien. Mais que je savais que je voulais travailler dans l'informatique, j'avais en tête qu'il fallait que j'aille loin parce que je trouverais jamais de boulot chez moi, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et je suis partie pour mieux revenir. Mais même en partant, j'avais pas l'impression qu'ici, moi, Michelin, j'aurais jamais cru qu'il y avait de l'informatique chez Michelin, hein, c'est tout bête, mais. Non, non, mais c'est pas idiot parce que même moi le premier, alors après assez rapidement, si j'ai su qu'il y avait de l'informatique à Michelin, mais c'est vrai qu'au début, quand tu fais tes études, c'est vrai que tout ça c'est un peu loin. Michelin, c'est vrai qu'on t'en parle, c'est un petit peu le saint graal. Mm. C'est quand tu fais des études en informatique, enfin, en tout cas à mon époque, à Clermont-Ferrand, tu avais deux graals, tu avais travailler à Michelin et devenir chef de projet. Et c'était un peu con parce que tu te dis, oui, les deux sont dans une bonne situation, mais c'était pas du tout des fins en soi. Tu pouvais, alors c'est sûr que si tu devenais chef de projet Michelin, alors là, t'avais réussi ta vie. Là, t'avais Mais le bonbon sur la Garonne. c'est ça, t'étais vraiment vu comme un dieu, une personne qui avait tout réussi. Mais c'est vrai que du coup, bon, c'était aussi un manque simplement de connaissances parce que Michelin et chef de projet étant encore une fois de bonnes situations, sans aucun équivoque, mais sans aucun doute, pardon. C'était quand même se fermer à tout un tas d'autres choix de carrière qui pouvaient s'offrir et que l'Auvergne peut offrir Mm. largement en fait. Non, mais c'est sûr, je pense que en fait, tous les néophytes toutes les personnes qui connaissent pas ces métiers-là ne se rendent pas compte qu'en fait, dans à peu près toute société, tu as de l'informatique et encore plus aujourd'hui. Je veux dire, même à la SM, ils ont de l'informatique, quoi. Voilà. C'est que maintenant, tu sais que c'est un secteur qui est en plein essor, qui connaît pas trop la crise. On a eu avec cette chance-là
où on se rend compte que finalement c'est assez c'est encore assez porteur. On a encore beaucoup de boulot, même au plus fort du confinement, il y avait quand même toujours du boulot parce qu'il y avait des systèmes qui continuaient de tourner. Il y avait encore pas mal de choses comme ça qui avaient besoin, Oui, qui avaient puis dans besoin tous d'avancer. les domaines, c'est l'informatique qui a permis. Enfin, je pense à Zoom, forcément, pour les réunions, Teams, mais je pense aussi à toutes ces applis connectées de home trainer, par exemple, ou même les sportifs, finalement, ils ont eu besoin d'applis informatiques Exactement, pour exactement, pratiquer. parce que maintenant, voilà, vu que tu es à distance, tu es obligé au minimum d'avoir une interface pour te connecter aux autres. Donc, effectivement, toutes ces applis qui te permettent de le faire ont eu un essor, on va dire, presque inespéré. Ça a été un peu les seuls gros gagnants, on va dire, de tout ça, parce que eux, du coup, ils sont devenus la solution qui te permettait simplement de faire perdurer tes projets. Mm. Et quel qu'il soit, pas forcément informatique, comme tu dis, voilà, un sportif qui avait besoin de rester en contact avec les personnes qui l'encadraient, ou qui le suivaient, tu étais obligé de passer par là parce que Mm. les conditions faisaient que c'était devenu obligatoire. Non, mais c'est clair, ça nous a montré que en fait, c'est un métier d'avenir quand même. Même si Voilà. à terme, tu as des IA qui développent des applis, il faudra toujours quelqu'un pour développer les IA. Exactement. Et du coup, ça tombe bien qu'on en arrive là finalement. Tu dis que tu te sens très bien dans ta boîte actuelle, hein, je te crois largement, mais Mhm. euh, enfin, je vais pas faire le recruteur, mais dans quelques années, enfin, tu l'imagines comment ton avenir de développeur en Auvergne? Alors, comment je l'imagine? Il y a plusieurs choses. Euh, Là, si on pose la question immédiatement aujourd'hui, si mes conditions de travail restent à minima les mêmes, bon, même si elles évoluent dans un bon sens, et si je continue à faire des choses semblables, évidemment, qui vont évoluer, je me vois au même endroit, en fait. Je pense simplement, je me dis, vu qu'on est une petite structure, je me dis peut-être qu'à un moment, je prendrai peut-être un peu plus d'importance, j'aurai peut-être un rôle un peu plus, on va dire, marquant dans ce que je fais dans mon entreprise actuelle. Même Mhm. si déjà, vu qu'on est quand même très peu, toutes mes actions ont de l'importance, vu que il y a pas beaucoup de plan B en fait simplement. Mais moi là maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est plus faire perdurer, continuer à me faire plaisir. Parce que c'est vrai que souvent, dans des plus grosses structures, vu qu'on est moins important, on est tous en train un petit peu de courir après soit des responsabilités, soit des nouveaux projets toujours plus enrichissants. Parce que c'est vrai que le risque souvent c'est de s'enfermer dans un projet qui va à force soit nous lasser, soit qui va devenir un enfer. Alors que là je me dis dans une petite structure, tu peux quand même pas mal switcher. Alors, t'as peut-être plus de prise de risque, mais du coup tu vas quand même toucher à beaucoup plus de choses, tu vas rencontrer beaucoup plus de monde. C'est un peu paradoxal je trouve parce que on pourrait penser presque le contraire. On se dit des fois, tu fais ton petit train-train, tu es dans une petite start-up, tu fais tes petits projets, il n'y a pas beaucoup d'envergure. Et je sais que c'est encore une vision que des gens qui vont pas connaître, qui auront connu que les grosses structures vont avoir des petites structures en pensant que ils vivotent et ils arrivent à se dégager un petit salaire tous les mois en se débattant avec les miettes. Et je trouve que c'est pas forcément vrai parce qu'on travaillera pas sur le même genre de projet. C'est-à-dire qu'il y a des projets de la taille de Michelin pour lesquels je travaillerai probablement plus si je reste dans ce type de structure parce que c'est pas à notre niveau, c'est beaucoup trop grand. Et à contrario, il y a des très grosses boîtes qui vont pas s'embarrasser avec des petits projets entre guillemets qui vont leur rapporter à peine quelques milliers d'euros quand à côté ils ont des projets à plusieurs millions. Donc je pense que chacun trouve sa place en fait. Et moi, je trouve que personnellement, je préfère être sur des choses peut-être de plus petite envergure que je peux accompagner de manière plus durable. C'est vrai que maintenant, on a des clients avec mon entreprise, avec ma société, qui du coup sont évidemment plus petits, mais on peut vraiment accompagner sur le long terme et qu'on peut aider à grandir en grandissant nous-mêmes. Donc, du coup, on arrive à travers les projets qu'on fait pour eux, à développer une offre un peu personnalisée et qui sera forcément plus unique que n'importe quelle autre boîte. Mais chaque boîte fait, je suppose, la même chose. Hein. De toute façon, hein, on essaie tous un petit peu de sortir d'un train-train habituel. Et quand je vois un petit peu comment travaillent les grosses structures, tu es obligé de mettre en place des standards de Des travail. process, ouais. Voilà, des process, c'est normal hein, parce que c'est des très gros, tu peux pas y aller au doigt mouillé, donc tu es obligé un petit peu De de mettre des structurer, hein. process lourds, d'encadrer parce que sinon ça peut pas fonctionner. Et je pense que c'est vraiment deux manières de travailler qui vivent côte à côte, qui sont
tout à fait respectables, mais qui, je pense, sont pas forcément compatibles, ou à moins d'être vraiment extrêmement, on va dire, adaptables. Mais je me dis, il y a toujours un moment où tu as une préférence. Et c'est vrai que moi, pour avoir travaillé un petit peu des deux côtés, je préfère nettement travailler avec des plus petites structures et les accompagner plus longtemps. Je préfère le côté un petit peu plus humain que ça va avoir, qu'un gros projet où finalement quand tu dois décrire ce que tu as fait, c'est un peu difficile parce que tu te dis j'ai travaillé sur le petit bout de process qui fait telle action, et finalement ça parle à personne. Alors quand tu es dans une petite boîte, tu dis je devrais développer leur site web, déjà tout de suite ça parle un peu plus, alors c'est peut-être moins effectivement ça va être moins impressionnant. Tu dis que tu as fait le site web d'une boîte, c'est sûr que c'est moins impressionnant de dire je travaille sur une IA qui fait ceci à Michelin par exemple. C'est sûr, c'est pas les mêmes attentes, je pense. Ok. Bon, c'est cool. Merci Mathieu pour cette petite heure autour de ton parcours. Je te remercie. J'espère que tu t'es plu. Écoute, j'espère aussi, parce que je te dis, encore une fois, c'est une première pour moi, donc ça m'a bien fait plaisir comme expérience, donc je verrai ce que ça donnera quand ça sortira. Et bien voilà Mathieu, l'heure est venue pour cet épisode de sortir. J'espère qu'il t'a plu. J'espère également à vous qui écoutez qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Ils vivent et travaillent en Auvergne.